Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler donc de la responsabilité sociale de l'entreprise. Initialement, mon propos devait être centré sur l'aéroport de Paris, mais je vais essayer de l'élargir quelque peu. Quels sont les objectifs de l'économie ? Comme le dit très bien le petit fascicule qui vous est donné à l'entrée, les objectifs de l'économie, et plus particulièrement l'économie positive, c'est d'assurer l'épanouissement des hommes et la préservation de l'espace. Or, l'épanouissement des hommes et la préservation de l'espace a été, pendant de très longues périodes de l'histoire, l'apanage des individus, ensuite l'apanage des États, et il est aujourd'hui en train de devenir progressivement une requête qui est faite aux entreprises, compte tenu de la faillite des États, pour assurer ces missions de politique économique. On attendait beaucoup de l'État moderne qui est apparu au XVIIIe ou XIXe siècle. Or, l'État a d'une manière ou d'une autre failli. L'État s'est éloigné des citoyens, l'État s'est bureaucratisé, l'État s'est mamoutisé, et d'une manière ou d'une autre, il prélève toujours plus d'impôts pour toujours moins de satisfaction. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, reviennent les sujets de responsabilité des entrepreneurs, qui sont, curieusement, et je vais y revenir, moins diabolisés qu'auparavant. Nous sommes dans un moment particulier de l'histoire. Et je ferai référence à deux chercheurs américains qui s'appellent Strauss et Howe, qui ont étudié en 1997, dans un ouvrage qui s'appelle Le quatrième tournant, 26 générations sur 500 ans, et qui ont identifié des permanences dans le comportement des humains qui nous permettent d'identifier à quel stade de la société nous sommes aujourd'hui. Nous sommes au cœur de la crise, ça n'est pas terminé, nous en avons encore au moins pour 10 ans. Quelle est cette périodisation ? Les humains ont une capacité à s'endormir, se reposer sur leur laurier et refaire les mêmes bêtises qu'auparavant, qui est infinie. Dieu soit loué, ils ont aussi une capacité de se redresser qui est exemplaire. Cette périodisation est la suivante. Pendant 20 ans, vous avez une crise. La dernière grande crise, c'était les années 25-45, la crise de 29, la Deuxième Guerre mondiale, le bouleversement des repères, des millions de morts. Après la crise, vous avez une génération qui arrive au pouvoir, qui connaît des valeurs de solidarité. Les personnes savent pourquoi elles se battent. C'est une période qu'on appelle le haut. En France, ça a correspondu aux années 45-65, le début des 30 Glorieuses. On crée la sécurité sociale. Il y a un consensus pour toujours travailler plus et toujours marquer plus de solidarité les uns envers les autres. Après cette période dite de haut, vient une période qu'on appelle l'éveil. Alors aux États-Unis, c'est Woodstock, en France, c'est mai 68. C'est une période où, après avoir fait des efforts pour reconstruire le pays, on se repose un petit peu. On fait la fête, donc mai 68, la société libérale avancée. C'est les enfants du baby-boom. Quand vous lisez les mémoires de Jean-Pierre Raffarin, il le dit très bien, la génération qui est née entre 45 et 50, elle a envie de profiter de la vie. Mais on fait la fête gentiment. À partir des années 85, c'est la quatrième période, donc on avait la crise, on a le haut, on a l'éveil, on a ce qu'on appelle en américain unraveling, le bouleversement. Le bouleversement, c'est la perte des valeurs, la perte des repères, et la possibilité de se laisser aller à la facilité de la bulle financière ou du laisser-aller court-termiste. Et nous avons eu, avec cette période 85-2005, un exemple du bouleversement, avec la bulle Internet, l'inflation des liquidités mondiales, l'addition des déficits budgétaires, la bulle des subprimes, et une situation aujourd'hui où les États sont en faillite. Et ces auteurs américains écrivaient en 1997, « Ne vous inquiétez pas, nous allons connaître une grande crise à partir des années 2000, au milieu des années 2000, mais tout ira bien en 2025. » Et au fond, le défi qui est le nôtre aujourd'hui, collectivement, qu'on soit dans une entreprise, dans l'État, dans les collectivités locales, etc., c'est de créer les conditions pour que cette crise dans laquelle nous sommes, et dont nous ne voyons que le début, crée le minimum de dégâts. Dans le passé, les crises se traduisaient par des guerres. Je vous rappelle que nous sommes dans la période de paix la plus longue que nous n'ayons jamais connue depuis Louis XV. La France n'a pas été en guerre, au sens où Paris n'était pas sous la canonnade ennemie,
depuis aujourd'hui 73 ans à peu près. La plus longue période de l'histoire, jusqu'à présent, c'était 1712, bataille de Denain, 1792, bataille de Valmy. Mais on n'avait jamais connu une période de paix aussi longue. Il faut évidemment préserver cela. Donc, nous sommes dans un moment de crise et on appelle de plus en plus l'entreprise à agir. Pourquoi ? Parce que les liens des territoires se sont distendus, les personnes sont de plus en plus déracinées, les liens familiaux se distendent et au même titre que l'école, l'entreprise est un lieu de sociabilité à qui on demande de plus en plus, parce que l'État peut faire de moins en moins. L'entreprise n'a pas été exempte des démons. L'entreprise a été un acteur de la dérive des années folles du bouleversement. L'entreprise a été prise par les délires du court-termisme et par la cupidité. Beaucoup de chefs d'entreprise se sont laissés aller à la collusion avec des actionnaires qui étaient toujours plus court-termistes, qui demandaient des rendements toujours plus élevés, et qui, pour cela, alignaient leurs intérêts sur ceux des chefs d'entreprise, avec des stock-options, avec des incitations, des carrés d'intérêt, etc., qui créaient un court-termiste dont chacun d'entre vous connaît les nuisances. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que chacun a vu les limites de ce court-termisme, et d'ailleurs, j'ai été ravi de voir que dans les principes de l'économie positive mis en avant par Jacques Attali, il y a le sens du long terme, qui est le thème principal qui m'avait habité pendant toute mon activité à la Caisse des dépôts. La nécessité de voir à long terme pour anticiper les difficultés. Alors aujourd'hui, l'addition de la faillite de l'État, l'addition des limites d'une finance court-termiste, dont chacun reconnaît aujourd'hui les méfaits, et il faut reconnaître les progrès qui ont été faits dans la société depuis quelques années, conduisent à demander toujours plus à l'entreprise, dont aujourd'hui chacun reconnaît qu'elle n'appartient pas uniquement à ses actionnaires. L'idée que l'entreprise et la propriété de ses actionnaires disparaît progressivement, l'entreprise, en fait, elle appartient à 4 parties prenantes, les clients, les salariés, l'environnement naturel, le territoire, et les actionnaires. Mais en tant qu'elle est une collectivité de femmes et d'hommes qui créent de la richesse, l'entreprise a des dettes vis-à-vis de ces 4 parties prenantes et pas uniquement vis-à-vis de ses actionnaires. Et c'est tout l'intérêt du débat sur la responsabilité sociale et environnementale que de créer la convergence d'intérêts et l'alignement entre les actionnaires, les salariés, les clients et l'environnement. Intérêt qui est évidemment un intérêt partagé sur le long terme, puisque des rendements financiers de 15% par an sont absolument insoutenables sur le long terme. Alors, je pourrais vous donner un point d'application de cette mise en œuvre de la responsabilité sociale et environnementale avec Aéroports de Paris. Alors, je vais essayer de prendre Aéroports de Paris uniquement comme une illustration, dans la mesure où, tout comme mon prédécesseur, il n'est pas question pour moi de vous faire une apologie, ce d'autant plus que toute cette politique de responsabilité sociale d'Aéroports de Paris a été mise en place par mon prédécesseur, Pierre Graff, qui a présidé cette société pendant 12 ans. Moi, je n'y suis que depuis 1 an. Mais c'est une illustration de ce qu'une entreprise qui est prospère, nous faisons chaque année plus de 300 millions d'euros de profit, nous capitalisons en bourse 7,5 milliards. Pour vous donner une idée de la prospérité d'Aéroports de Paris, c'est une entreprise qui fait 10 fois moins de chiffre d'affaires que la principale compagnie aérienne française et qui capitalise en bourse 4 fois plus. Donc, Aéroports de Paris est une entreprise qui, dans son territoire, est très importante. L'équivalent du PIB de la Lituanie est créé chaque année par l'ensemble de Roissy-Charles de Gaulle et l'ensemble d'Orly, c'est-à-dire un PIB direct et indirect de 30 milliards d'euros chaque année. Donc, Aéroports de Paris est une entreprise prospère qui aurait pu, d'une manière ou d'une autre, se laisser tenter par la facilité de négliger son environnement. Nous n'avons pas besoin de notre environnement. Nous avons un trafic aérien qui croît 2 fois plus vite que le PIB. Nous avons des commerces qui croissent 3 fois plus vite que le PIB. Et nous pourrions nous dire, restons dans le territoire de nos plateformes et négligeons ce qui se passe à l'extérieur. C'est à l'évidence une approche court-termiste. Pourquoi ? Parce que, d'une part, c'est une approche qui, nous isolant de nos interlocuteurs extérieurs, peut les conduire à avoir des réactions de rejet, et d'autre part, nous prive et du dynamisme et de l'énergie de tous les jeunes qui sont alentour et qui peuvent venir nous aider, non seulement à travailler sur nos plateformes, mais en plus à inventer, à innover pour être en mesure d'accueillir mieux les passagers étrangers. Inutile de vous dire que l'enjeu de l'accueil à Aéroports de Paris
passera par la mobilisation des énergies de toutes les jeunes filles et de tous les jeunes garçons qui sont aujourd'hui dans les banlieues, qui ont plein d'énergie, qui n'ont pas nécessairement de diplôme, mais qui ont du caractère. Et j'ai décidé, il y a peu de temps, de recruter de nouveau des agents commerciaux pour accueillir nos passagers, pour comme dans un hall d'hôtel, pour faire que quand on rentre dans un aéroport, on se sente accueilli, on se sente pris en charge, on ait une diminution des facteurs d'anxiété. Et cette mission, je veux la confier à des femmes et à des hommes qui n'ont pas de diplôme, qui seront choisis sur leur qualité de caractère, qui viendront de l'école de la deuxième chance, qui viendront du service civique, toute initiative auquel j'essaye de me raccrocher pour profiter de la mobilisation de l'énergie de ces jeunes qui, n'ayant pas eu la chance de faire des études, ont démultiplié leur qualité de caractère pour que ce caractère soit mis au service de l'accueil des passagers. Parce que je crois que nous n'avons pas à être passifs pour accueillir nos passagers, nous avons à donner une expérience positive à toutes les personnes qui viennent dans nos aéroports. Alors, la prise en compte par Aéroport de Paris de son environnement est également indispensable compte tenu des nuisances que nous créons indubitablement. Et à ce titre, c'est une entreprise exemplaire. Lorsque j'ai été auditionné par l'Assemblée avant d'être adoubé en quelque sorte, j'avais employé une expression qui avait choqué. J'avais dit l'entreprise Aéroport de Paris est prédatrice de son environnement. Mais c'est vrai que nous sommes prédateurs, nous créons du bruit, ou nous contribuons à créer du bruit. Chaque nuit, pour assurer les 2500 emplois des salariés de FedEx, il y a 170 avions qui atterrissent et décollent entre minuit et 5 heures du matin. Ça n'est pas indifférent sur le sommeil des populations que nous avons alentour. Et nous avons en permanence à nous poser la question du choix, les emplois, le sommeil. Et hier, par exemple, j'étais en discussion avec l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour réfléchir avec eux à la faculté de fermer certaines pistes pendant 15 jours de suite pour le fret, pour permettre qu'éventuellement, on autorise les gens à avoir une prévisibilité du sommeil, c'est-à-dire que pendant 15 jours, sur les pistes sud, on n'aura plus d'avion du tout. Les gens pourront dormir, et puis pendant 15 jours, eh bien, ils subiront quelques nuisances. Alors, Aéroport de Paris, c'est donc une entreprise. Alors, on m'avait préparé quelques slides, donc je vais vous les montrer. Voilà. Donc, la problématique, c'est est-ce qu'on peut s'endormir sur ses lauriers ou aller volontairement plus loin au profit des communautés locales? Alors, poser la question, c'est naturellement y répondre. Et vous aurez compris que... Alors, oui, là, ce qui vous est présenté là, c'est l'idée qu'on pourrait sombrer dans la facilité en se gargarisant de chiffres satisfaisants. Nos aéroports génèrent 8,5% des emplois de la région Île-de-France. Dans les 10 dernières années, la croissance des emplois de nos aéroports a été 7 fois plus dynamique que de l'ensemble de la région. Et nous avons à Roissy et à Orly une réduction du taux de chômage permise par nos plateformes qui est remarquable, malgré le fait qu'on a entre 25 et 40% des effectifs qui sont ouvriers. Donc, évidemment, il faut que nous allions plus loin, et c'est toute la démarche qui a été développée par mon prédécesseur et que, naturellement, j'entends développer. Alors, cette politique de responsabilité sociale d'Aéroports de Paris, elle se déploie tous azimuts, et elle me semble devoir se développer dans une co-construction avec les élus locaux, qui sont en réalité extraordinairement demandeurs d'un travail en commun pour régler les problèmes de la vie quotidienne. Alors, ces problèmes de la vie quotidienne, ils sont lesquels? D'abord, l'information. C'est-à-dire que vous savez tous que la première inégalité entre les enfants commence en classe de 4e ou de 3e. Est-ce que je pourrais trouver un stage en entreprise ou pas? Vous êtes d'un milieu privilégié, le problème n'existe pas. Vous êtes d'un milieu défavorisé, c'est insupportable. Donc, l'information sur les stages, la prise en charge de jeunes écoliers dans les stages, nous le faisons à travers nos maisons de l'environnement. Nous avons une maison de l'environnement à Orly, une maison de l'environnement à Charles de Gaulle. Nous allons créer également une maison de l'emploi à Charles de Gaulle pour donner des informations sur les emplois temporaires pendant l'été, financer des programmes de lutte contre le décrochage scolaire, prendre des jeunes en stage et faire découvrir à tous les jeunes qui sont autour des plateformes les activités aéroportuaires. Par ailleurs, nous concourons avec le Conseil général de l'Essonne à une expérimentation qui s'appelle Un stage J et droit pour prendre les élèves de 3e des milieux peu favorisés. Donc l'information, nous avons aussi la formation. Nous sommes dans des zones où
4 jeunes adultes sur 10 n'ont pas de formation. Je cite par exemple les chiffres de la commune de Goussainville. Et si je prends une zone sensible, qui est la zone par exemple des grandes bornes butozois, nous avons 7 jeunes sur 10 qui n'ont même pas le baccalauréat. Donc là, nous offrons des stages, des formations métiers aéroportuaires. Nous avons le premier prestataire régional de formation aéroportuaire qui s'appelle Aérocompétences. Et nous avons des programmes de formation de tout module, 3 mois, 6 mois, 9 mois, qui sont gratuits. En matière de transport, vous le savez, Roissy est limitrophe à quelques kilomètres d'une zone qui est un drame urbain, qui est la zone de Sarcelles-Villiers-le-Bel. Cette zone de Sarcelles-Villiers-le-Bel a été urbanisée au milieu des années 50 par une institution que je connais un peu qui s'appelle la Caisse des dépôts. À l'époque, c'était le Far West. François Bloch-Lenné, au milieu des années 50, a acheté du jour au lendemain 250 hectares pour y construire 12 000 logements et loger 60 000 personnes, sans prévoir le début du commencement d'une ligne de transport. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Sarcelles ou à Villiers-le-Bel, il faut quasiment 1h30 ou 2 heures pour aller en transport en commun à Charles de Gaulle, qui est à 6 km. Donc, nous avons, en matière de transport, une activité très proactive qui consiste à faire le constat que si nous ne prenons pas en charge cette question, nous sommes coupés de notre environnement. Nous avons créé une association qui s'appelle Papa Charlie, qui met à la disposition des personnes un véhicule pour la somme royale, tout frais compris, entretien, révision, etc. De mémoire, c'est 100 € par mois. Et pour 100 € par mois, la personne a un véhicule à disposition. Aujourd'hui, l'association Papa Charlie bénéficie à 256 personnes et compte 92 véhicules. Depuis l'origine, on estime qu'elle a permis 4500 embauches. Et hier encore, je voyais une femme de ménage à Charles de Gaulle qui me disait « J'ai pu venir travailler chez vous grâce au système Papa Charlie ». Nous finançons également, là aussi, ce n'est pas uniquement par égoïsme, pas uniquement par altruisme, pardon, c'est aussi par égoïsme, un service de transport à la demande qui s'appelle Filéo, qui compte 8 lignes de bus ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour une raison simple, 90% des personnes qui travaillent sur la plateforme sont en horaire décalé. Donc il faut qu'elles puissent appeler un autobus pour qu'il vienne à proximité de son domicile. En matière d'habitat, nous avons également le devoir de loger les personnes qui travaillent sur nos plateformes. Nous avons ouvert en 2008 une résidence de plus de 200 logements à Charles de Gaulle et nous développons un parc locatif pour les salariés autour des 2 plateformes de CDG et d'Orly. Nous avons notre propre entreprise d'insertion qui s'appelle First Stade et je pourrais développer. Tout ceci, encore une fois, ce n'est pas pour vous faire la publicité d'Aéroports de Paris, ce n'est pas le sujet, c'est simplement pour vous dire qu'une entreprise qui est formidablement prégnante dans le territoire, qui est extraordinairement consommatrice de ressources naturelles, puisque nous polluons l'air, nous polluons le son, mais en même temps nous apportons des richesses, puisque 1 million de passagers, c'est 1500 emplois directs et 4500 emplois indirects. Ce qui signifie, pour vous donner une illustration de l'enjeu de la bonne intégration de notre entreprise dans l'environnement, que si les prévisions de trafic aérien sont justes, nous pourrions avoir à Charles de Gaulle 130 millions de passagers en 2030. Et si mon ratio de 1500 emplois directs par passager est vérifié, cela signifie que nous pourrions avoir, par le seul impact de la croissance du trafic, près de 150 000 emplois directs créés d'ici 2030, sans compter les emplois induits, commerce, transport, etc., un montant global de 500 000 emplois. Donc, évidemment, si nous voulons pouvoir recruter directement ou indirectement 500 000 personnes et assurer le meilleur service possible, il faut que nous soyons extraordinairement à l'écoute de notre environnement. Pour conclure, je vous dirais que ça n'est pas parce que nous avons tous ici, collectivement, le sentiment que l'entreprise est un lieu dans lequel on doit exercer sa responsabilité sociale et environnementale, qu'il faut se désintéresser de l'État. Je m'explique. Et je vais conclure parce que M. Gézé-Gabel est déjà sur mon dos et il a raison. Un des grands soucis que nous devons avoir aujourd'hui est le suivant. L'État, les collectivités locales ont atteint des telles tailles, des tels degrés de centralisation, voire de mammoutisme, qu'ils ne sont plus capables d'avoir la réactivité qui donne un bon service aux citoyens. Et donc on se tourne vers les entreprises. Bien sûr, les entreprises sont prêtes à le faire, et elles sont prêtes à prendre leur part de l'intérêt général. Mais n'oublions jamais
que le chef d'entreprise est naturellement mu par un intérêt particulier. Et que même s'il a beaucoup de sentiments altruistes et qu'il est conscient que la responsabilité sociale est son intérêt de long terme, le défenseur irréductible de l'intérêt général, ça demeure le peuple souverain qui élit ses représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, ne prenons pas prétexte du fait que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises est importante pour faire comme si l'État devait se désintéresser de ces questions et comme s'il fallait mépriser l'État ou les pouvoirs publics. Donc je mets simplement en garde sur le fait qu'il ne faut pas négliger la régénération de l'État dans cette dimension de vision de long terme. Et c'est dans cette perspective que je me retrouve parfaitement avec ce que dit Jacques Attali. Il faut que l'État retrouve une vision de long terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup.